Donc je me présente, je m'appelle Jean-Louis Salzman, je suis le président de l'Université Paris 13. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir cette avant-première. Donc je voulais d'abord remercier France Télévisions, France 2, les productions Nilaya qui ont permis que cette avant-première se passe à l'Université Paris 13, qui est une grande université de la Seine-Saint-Denis. Et puis je voulais remercier aussi les Cordées de la Réussite Orientation Active qui ont permis que ça se fasse devant un public de lycéens. D'abord parce que j'ai cru comprendre que le programme du baccalauréat n'était pas insensible à ce déplacement, mais surtout parce que nous avons la chance à l'Université Paris 13 de compter parmi nos enseignants, nos professeurs, Benjamin Stora, qui est un des, sinon le grand spécialiste de la guerre d'Algérie, qui est un historien, et qui a travaillé pendant de très très nombreuses années sur la mémoire de cette guerre d'Algérie, mais aussi sur la mémoire que l'on a en France de ce traumatisme qui s'est passé et qui s'est terminé en 62. Et donc, moi, je suis très fier et très honoré que Benjamin Stora nous ait proposé, avec France 2 et les productions, de faire cette avant-première non seulement à l'université, mais devant un public de lycéens. Parce que la transmission de la mémoire, la vision d'images d'archives de l'époque, nous renseigne sur la manière dont l'information circule. Et vous qui êtes de la génération, ouvrez les guillemets, Internet, vous n'avez plus du tout cette manière de vous transmettre l'information. L'information officielle, entre guillemets, n'existe plus. Vous avez maintenant une information spontanée et qui change complètement la donne. Et donc, moi, je vais juste être très court en disant que nous avons la chance à l'université de pouvoir accueillir des jeunes du département à qui nous pouvons donner les éléments de compréhension de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et en particulier qui nous permettront et qui vous permettront de comprendre mieux l'information qui circule et de faire du sujet que vous êtes un acteur de la civilisation de demain et un acteur de la société de demain. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire et je laisse la parole à Benjamin Stora. Merci. Merci, Monsieur le Président. Simplement, vous allez voir là un film qui dure 2 heures. C'est un film... Mais non, vous en faites pas, ça passe vite, vous allez voir. Vous allez voir, il va y avoir du bruit, de la fureur, des clameurs, de la couleur, du bruit, du sang aussi, des larmes. Donc c'est un film d'action en même temps. J'essaye de vous intéresser à cette histoire. Donc voilà, c'est un film qui dure 2 heures et ensuite, après ce film, donc il y aura un débat avec ceux qui voudront poser des questions. Et je passe tout de suite la parole à Gabriel Le Baumin. Moi, j'ai travaillé avec lui comme co-auteur de ce film. Donc moi, je suis historien, je suis professeur d'université. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'Algérie, le Maghreb et la guerre d'Algérie. Et donc, je passe la parole à Gabriel qui va expliquer très rapidement les conditions, disons, de visibilité de ce film. Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes notre premier public. Autant dire que c'est important comme moment. C'est-à-dire que moi, il y a encore quelques jours, j'étais en train de finir le mixage du film, c'est-à-dire le mélange des sons, et donc vous êtes les premières personnes qui allaient le voir. Vos réactions sont précieuses. Je vais vous dire une chose très rapide, c'est que le film il est en cours de finition, donc c'est un film en 2 parties, comme Benjamin vous l'a précisé. La première partie est entièrement terminée, elle est en couleur, puisqu'on a un travail sur ce film où on essaye d'harmoniser les images, on a des images couleur et noir et blanc, on essaye de tout mettre en couleur. La deuxième partie du film est en cours de finition, donc vous verrez un film qui alterne plan couleur et noir et blanc. C'est pas ce qui sera diffusé à la télévision, mais ça vous permet de voir aussi ce que c'est que le travail de finalisation d'un film. Le film est raconté par Kadmerad, donc ça dure 2 heures, mais c'est raconté par quelqu'un de chaleureux, de sympathique et avec qui on a une certaine proximité, donc ça fera passer plus rapidement le temps, et je crois en tout cas que le film est suffisamment fort et intéressant pour qu'on ne voit pas le temps passer. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve après. Ce que je voudrais vous dire sur ce film,
c'est que c'est un film qui a nécessité 1 an et demi de travail, que toutes les archives que vous avez vues, enfin toutes les images que vous avez vues sont des images d'archives. Hein, c'est pas un film de fiction, hein, ce sont des images d'archives. Ces images d'archives, elles ont été recueillies dans différents foyers d'archives, différentes sources. Il y a les archives de l'armée française qui ont été ouvertes en grande partie pour ce film, mais il y a aussi des archives algériennes, en particulier les archives du GPRA, qu'on voit plus d'ailleurs dans la seconde partie du film, malheureusement. Bon, mais malheureusement la qualité technique nous oblige à différer cette projection. Donc il y a des archives algériennes, des archives de l'armée française, mais il y a également des archives qui ont été trouvées notamment dans les pays de l'Est, c'est-à-dire à Berlin-Est ou dans d'autres pays de l'Est, etc. Donc c'est par conséquent ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un travail énorme hein, disons de reconstruction, de mise en archive, disons de tous ces documents qui ont nécessité énormément, disons, de travail, d'investigation pour coller, bien entendu, au récit historique. Hein, le récit historique, bien sûr, qui est un récit chronologique, mais qui est un récit historique aussi qui part à partir des sensations éprouvées par certains acteurs de cette guerre, des acteurs français comme des acteurs algériens ou autres. Hein, il y a des, vous avez remarqué qu'à travers le commentaire, il y a par exemple, on fait parler certains acteurs qui soient du côté français ou du côté algérien. Donc voilà, c'est un travail qui est quand même énorme et en particulier un travail qui est énorme de Gabriel Le Baumin à qui je passe la parole. Pour recouper ce que Benjamin vous explique, c'est qu'effectivement, quand on construit un film tout en images, on a besoin d'une iconographie très large. En l'occurrence, pour un film de 2 heures, moi j'avais 140 heures d'images trouvées. Donc on l'a cherché effectivement dans différentes cinémathèques. Et pour vous donner une idée de comment ça se fabrique, par exemple, quand vous voyez une séquence qui raconte la séquence d'ouverture où on voit l'attaque du train, bah, c'est pas une séquence qui est arrivée comme ça toute faite. C'est-à-dire que il y a un plan qui est puisé dans une cinémathèque en France, un deuxième plan qu'on a trouvé en Algérie, un troisième plan qu'on a trouvé à Berlin. Et c'est, je dirais, tout l'art du montage qui fait qu'on rassemble ça dans des séquences qui nous racontent quelque chose. Donc voilà un petit peu pour résumer. Est-ce que vous avez des premières réactions, des questions, des choses qui vous viennent à l'esprit tout de suite? Bah, je suis prof d'histoire. Également, je prépare un doctorat en sciences politiques. D'après ce qu'on a vu, je suis venu un peu tardivement, mais une séquence, l'attaque à la ville de Philippeville. Plusieurs centaines ou voire milliers de populations attaquées. Mais pour quelle raison? Comment ça se passe? Parce que vous avez dit que c'est complètement changé. Les attitudes d'une part de la France et d'autre part la population sur place. Merci. Vous avez vu le début du film? Non. Non, bien. Non, parce que le 20 août 55, ça s'inscrit dans une durée historique où en fait on est remonté avant au 8 mai 45. Hein, parce que l'insurrection du 20 août 55 à Philippeville se passe dans une région d'Algérie qui est le Constantinois. Or, dans cette région du Constantinois, 10 ans auparavant, dont on parle au début du film, hein, il y a eu les massacres de mai-juin 45 à Sétif. Vous voyez, donc il y a par conséquent une sorte de continuité historique déjà qu'il faut établir. Hein, c'est pour ça qu'on a fait une espèce de flashback au début du film. Malheureusement, vous avez pas vu, pour expliquer les origines, en fait, hein, de cette insurrection. Deuxième aspect, c'est que le 20 août 55, il s'agit d'un soulèvement paysan, beaucoup plus important en nombre, alors que le 1er novembre 54, c'est-à-dire le soulèvement au nom du FLN, c'est un soulèvement qui regroupe quelques centaines de personnes, c'est un soulèvement politique d'avant-garde, alors que le 20 août 55, c'est beaucoup plus massif. C'est ça, la nature de la guerre change. L'ampleur de la guerre va changer à partir du 20 août 55, et d'ailleurs à partir de ce moment-là, la France envoie beaucoup plus de soldats en Algérie, et là, on en plonge dans la guerre qui commence vraiment à partir de ce moment-là. On a parlé de guerre subversive, de quoi il s'agit exactement? Ah, la guerre d'Indochine, peut-être? Non, la guerre subversive, j'ai entendu guerre oui, mais à subversive. propos de la guerre d'Indochine.
général Salan, oui. C'est à propos du général Salan quand il arrive. Oui, et en et qu'on dit, il est l'un des spécialistes de la guerre subversive et il arrive d'Indochine comme le plus décoré de France. Oui. Alors voilà, c'est le contexte, c'est ça. C'est l'arrivée du chef militaire français en Algérie pour reprendre en main la situation. D'accord. Bah, la guerre, ce qu'on a appelé la guerre subversive ou la guerre contre-révolutionnaire, c'est en fait pour les dirigeants de l'armée française de l'époque, enfin les théoriciens entre guillemets de l'armée française, il s'agissait d'inventer une guerre contre une guerre de partisans, c'est-à-dire une guerre contre-révolutionnaire contre des guerres révolutionnaires. C'est-à-dire comment lutter contre des révolutionnaires en adoptant des méthodes révolutionnaires subversives. Vous voyez, c'était ça l'idée. L'idée, c'était, par exemple, vous donner un exemple qui est très simple à comprendre. Pendant un temps, l'armée française, au début de la guerre d'Algérie, ils arrivaient avec des tanks, des mitrailleuses, des trucs, et dans la journée. Ils arrivaient dans la journée, ils investissaient des villages, etc. Et petit à petit, ils se sont aperçus que cette technique de guerre correspondait pas au combat lui-même. Pourquoi? Parce que les gens d'en face, les maquisards, etc., eh bien, eux, ils opéraient, entre guillemets, la nuit, ils se déplaçaient en petites unités, etc. Donc il fallait vivre comme eux. Il fallait combattre comme eux. Ce qui fait que l'armée française classique, très lourde, avec du matériel lourd, et qui bouge le jour, etc., eh bien tout ça, ça correspondait pas à la façon dont la guerre se menait. Alors ils ont décidé de faire une guerre contre-révolutionnaire, c'est-à-dire une guerre subversive contre les révolutionnaires. Par exemple, marcher la nuit, dormir le jour, vivre chez l'habitant, etc., etc., comme eux. Et ça, c'était l'expérience de la guerre d'Indochine. C'est parce qu'ils avaient eu l'expérience là-bas, en Indochine, c'est-à-dire au Vietnam, dans les années 50. Mais ça ne leur a pas réussi quand même, puisqu'ils ont quand même perdu la guerre d'Indochine en 1954 à Dien Bien Phu. Oui, en fait, on a parlé des guerres, des massacres de Guelma et de Sétif. Est-ce qu'on n'a pas des images les représentant? Parce que c'est des villes assez connues pour ces massacres. Alors, ce qu'on a montré, nous, pour illustrer cette séquence donc du 8 mai 1945, ce sont les seules images que possède l'armée. On est allé encore plus loin que ce qu'on nous proposait. En général, ce sont les films déjà montés, c'est-à-dire des films qui sont déjà passés, je dirais, à la moulinette de la propagande de l'époque. Et j'ai eu la chance d'accéder aux rushs de ces images-là. Les rushs, c'est les plans que vous tournez et que vous ne montez pas, et qui sont conservés, mais qui ne sont jamais exploités. Et pour la première fois, le service cinéma de l'armée nous a permis de travailler à partir, non pas des films terminés, des films montés à l'époque, mais à partir des rushs. Ça veut dire que j'avais vraiment accès à tout ce qui a été tourné. Donc on a pu construire une séquence sur les événements de Sétif avec le matériel qu'on avait. Il y a quand même à l'image des images de répression qui sont très frontales, très directes. Il y a une exécution que vous avez vue au tout début. Après, la masse, je dirais, de personnes qui ont été victimes de cette répression, évidemment, elle n'a pas été ni photographiée ni filmée, parce que les caméramans de l'armée n'avaient pas, je pense, intérêt à le faire. Mais là, je passe la parole à Patricia. Je crois que dans la question, il y avait peut-être aussi le fait que, effectivement, c'est un film d'archives uniquement. Or, on aurait pu faire un autre film en interviewant peut-être aussi des rescapés de cette période ou des soldats. On a fait le choix d'un film uniquement d'archives parce qu'il y avait déjà eu des films, pas mal de films avec des interviews. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez vu il y a quelques mois sur la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu sur France 2 également un autre film uniquement d'archives qui s'appelle Apocalypse. Oui, voilà, qui a eu un très très grand succès à la fois auprès des jeunes générations et aussi des moins jeunes. Voilà, on a décidé plutôt de prendre ce parti-là. Mais d'autres films, d'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres films qui vont être diffusés sur d'autres chaînes avec des témoignages, donc dans un autre style. Je voudrais savoir en fait pourquoi l'Algérie, quand elle a été divisée en 3 parties, pourquoi il y a une partie qui s'appelait zone interdite et pourquoi a-t-elle été mise en place? La zone interdite, c'était considéré comme la zone la plus dangereuse pour l'armée française, c'est-à-dire la zone qui était contrôlée par la LN. Donc ça voulait dire que tous les civils qui étaient dans cette zone-là, s'ils étaient vus dans cette zone, ils étaient abattus. C'est ça la zone interdite. C'est-à-dire qu'il y avait 3 zones, comme le film le dit, et la zone la plus terrible, où les populations civiles paysannes ont été évacuées, c'est-à-dire que les populations paysannes ont été évacuées dans ces zones-là, en particulier dans le Constantinois, dans les Aurès et le Constantinois. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être aperçu
dans cette zone-là, il était effectivement en grand danger, voire en danger de mort. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zone interdite. Interdite aux civils, interdite aux paysans, interdite à la population, tout simplement. Il y a un très beau livre là-dessus, d'ailleurs, hein, d'un ancien soldat français qui s'appelle Daniel Zimmermann et qui a écrit un livre qui s'appelle Zone interdite, où il a expliqué son vécu, son rôle, enfin tout ce qu'il a vu dans ces zones interdites-là. C'est un très très beau livre. Bonjour. Est-ce que les archives que vous avez diffusées, elles ont été difficiles d'accès ? Non, elles n'ont pas été difficiles d'accès. C'est la première fois qu'on fait un travail sur la guerre d'Algérie tout en archives, c'est-à-dire où on a besoin de montrer les événements et non pas simplement de les évoquer à travers des témoignages. Bien qu'il y ait des périodes ou des choses qu'on ne peut pas montrer parce qu'on n'a pas les images. Donc on a fait une recherche grâce à la production qui a travaillé très en amont et donné les moyens de cette recherche-là, parce que c'est aussi une question de moyens. Les archives, c'est très cher à acquérir. J'ai pu avoir une documentaliste qui est allée chercher d'abord dans les cinémathèques en France, ensuite dans les cinémathèques au Maghreb et notamment en Algérie où on a trouvé des séquences inédites, comme la visite, enfin vous l'avez pas vu, c'est dans le 2e épisode, mais la visite de fer à tabac en Chine. Bref, il y a pas mal, les plans à l'intérieur des maquis de la Hélène également sont des images qu'on a très peu vues en France. On a cherché, on a trouvé des images dans les anciens pays de l'Est, c'est-à-dire par exemple en Bulgarie, à Berlin également, ce qui était à l'époque Berlin-Est, à la Cinémathèque de Berlin, où il y avait des films tournés côté FLN également, qui étaient conservés. On a trouvé des archives également en Angleterre à la BBC. À partir de 1958, ils avaient en permanence une équipe de tournage sur place. On a cherché auprès des fonds amateurs, c'est-à-dire les gens qui ont tourné à l'époque avec leur petite caméra. Donc c'est pas des reporters, c'est pas des militaires, c'est des gens qui ont des caméras Super 8, petites caméras qui à l'époque se généralisaient et qui ont tourné. Alors c'est soit des soldats qui faisaient leur service militaire, soit des gens, des Européens qui vivaient en Algérie. Et ça, il y a beaucoup d'images amateurs qui sont intéressantes et qui donnent un aperçu, un ressenti, je dirais, plus personnel. Donc en gros, on travaille sur une quinzaine de sources différentes, avec l'armée qui nous a, pour la première fois aussi, ouvert, je vous le disais, non seulement les rushs, mais aussi les derniers films qui étaient classifiés, c'est-à-dire des films que, pour des raisons qui appartiennent à l'armée, n'étaient pas diffusés. C'était une diffusion très restreinte. Et là, ils nous ont autorisé pour la première fois donc à les utiliser, à les livrer au public. Donc on a pour la première fois, je crois, environ un tiers du film à partir d'images inédites, ce qui est très important et très intéressant, encore une fois, pour évoquer une guerre tout en images. Benjamin, sur les archives, peut-être il y a des choses que... Non, mais bien sûr, il y a des choses. Bien sûr, moi, ça fait longtemps que je travaille sur la guerre d'Algérie, mais en travaillant sur ce film, bien sûr, j'ai découvert plein de choses nouvelles, des archives nouvelles, en particulier les archives de l'armée. Mais il y a sûrement encore des archives à ouvrir. Hein. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a vu, c'est définitif. Hein. Il y a encore des choses, sûrement, que les chercheurs du futur découvriront. Hein, il y aura encore des investigations, encore des ouvertures, mais ce qu'on a montré là, c'était au maximum de ce qu'on pouvait voir et de ce qui était ouvert, en particulier dans les archives de l'armée française. Excusez-moi. Les archives que vous avez utilisées, c'est uniquement des archives vidéo ou alors écrits ? C'est un film tout en archives, hein. Il n'y a que des archives d'images. Oui, mais le commentaire, par contre, il s'appuie sur une documentation historique de l'écrit. Ça, c'est le commentaire. Le commentaire, par contre, ce sont des années de travail accumulées pour fabriquer le récit historique. Par contre, ce que vous voyez à l'écran, c'est que des archives visuelles, évidemment. J'ai 2 questions. D'abord, comment vous choisissez les archives parmi toutes celles que vous avez ? Et une fois que vous avez choisi les archives, comment vous les utilisez pour créer un film comme celui-là, par exemple ? Alors, le choix des archives, d'abord, il correspond à un récit historique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des archives en fonction des grands événements historiques. Est-ce qu'il y avait des archives pour le 1er novembre 54, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre d'Algérie ? Est-ce qu'il y avait des archives, par exemple, pour le 20 août 55 ? Est-ce qu'il y avait des archives pour la bataille d'Alger ? Donc, il faut connaître d'abord le récit historique. Il faut d'abord fabriquer ce qu'on appelle un synopsis. Hein. C'est comme un scénario, en fait. Hein, vous fabriquez un scénario en fonction des grands événements, des grands personnages, et quand vous avez effectivement ce synopsis, vous allez chercher les archives. Toute la difficulté, c'est que dans cette guerre d'Algérie,
tous les grands événements qu'on peut répertorier ne correspondent pas forcément à des archives existantes. C'est ça toute la difficulté, et tout l'art du récit filmique, en particulier qui a été fait par Gabriel Le Baumin, ça a été précisément pour garder le rythme du récit, pour garder la chronologie, pour garder l'intérêt et la vérité du récit historique, c'était d'essayer de faire concorder ce qu'il y avait comme archive à notre disposition et les grands événements eux-mêmes. Mais ça, je lui donne la parole pour qu'il vous explique ça mieux que moi. Alors donc la recherche d'archives, elle se fait, comme vous l'a précisé Benjamin Stora, à partir d'un canevas historique qui est inflexible. Enfin, je veux dire, on est obligé de partir de là. On a les grands événements, et moi j'essaye toujours de trouver à côté les petits chemins de traverse, les petits détails, à travers notamment les personnages ou des petites choses qui sont pas forcément ce que l'histoire a retenu, mais qui dans un film vont donner la possibilité de faire une séquence différente ou de rentrer dans l'histoire par le détail. Donc ça, c'est une façon de raconter. La méthode, elle est très laborieuse, elle est toute simple pour moi, c'est-à-dire je n'en connais pas d'autres, c'est de voir au maximum les images, de pouvoir visionner au maximum les archives, les rushs, et de noter, au-delà de tous les événements qui sont les points de passage obligés, de noter tout ce qui m'interpelle, tout ce qui me marque, tout ce qui me touche. Parfois c'est un visage, parfois c'est un détail, parfois souvent même c'est un paysage, et tout ça fait une masse d'informations, et ensuite grâce au travail, à l'appui, à la collaboration des monteurs du film, pendant 3 mois on s'attelle à construire le récit à partir des écrits et avec les images. Voilà, donc c'est un travail c'est comme un puzzle dont on rassemble les pièces. Il faut signaler aussi que Gabriel Le Baumin, qui est ici à côté de moi, il est réalisateur de cinéma, de films de fiction. Il a réalisé plusieurs films de fiction, dont l'un qui est un très beau film de fiction qui s'appelle Les Fragments d'Antonin, qui est un film de fiction qui est en particulier une histoire qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Donc il avait un univers, une expérience aussi de ce qu'était la guerre, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce récit qu'il a là, qu'il nous a donné là, c'est un récit aussi qui est vu de l'intérieur de ce qu'est une guerre. Il faut aussi mentionner ça. Et je crois que ce qu'il faut mentionner aussi, ce qui est très important, vous l'avez vu dans ce film, c'est que c'est pas juste des événements qui se succèdent. C'est que c'est très incarné, le récit est très incarné, c'est-à-dire qu'on suit aussi le destin de personnages. On suit le destin de certains hommes politiques, on suit le destin de certains généraux, on suit le destin aussi de certains soldats ou de certains, de l'autre côté aussi de l'armée, des maquis. Donc ça, c'est un travail, je trouve, qui peut ressembler à de la fiction, effectivement, parce qu'on est happé par un récit très, très, très humain, à hauteur d'homme. Et c'était très important de choisir quelqu'un qui venait du cinéma pour moi, parce qu'il avait justement déjà cette expérience-là de construire un récit très humain. Bonjour. En fait, je constate que le documentaire est différent d'autres documentaires qu'on a pu voir sur la guerre d'Algérie, où on montrait vraiment des rivalités entre opinions, entre des personnes il y avait un conflit vraiment entre deux blocs. Ce documentaire est plus descriptif. Je pense que le titre n'y est pas pour rien. La déchirure de ce lien en fait entre les Français et les Algériens à cette époque. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est, on nous a dit il y a certain temps qu'il est trop tôt pour parler de cette période, parce que on est peut-être trop sensible encore à ce genre de sujet, surtout quand on a de l'immigration en France d'origine algérienne qui ne veut peut-être pas savoir que ses ancêtres ont été torturés. C'est pour ça encore qu'on ne développe pas sur ce point-là dans le documentaire, je pense, je suppose. Je voulais savoir si c'est vrai qu'on a encore du mal à parler de cette période, et si vous avez rencontré peut-être des personnes qui vous ont empêché d'aborder des sujets, ou... Vous savez, la question, moi je ne sais pas si vous connaissez mes bouquins, parce qu'il faut aussi, je parle un petit peu de moi, visiblement vous n'avez pas lu mes bouquins. Ça fait 40 ans que je travaille sur l'Algérie, donc c'est pas d'aujourd'hui. L'histoire des censures, des autocensures, des empêchements, ça existe, bien sûr, il y a des problèmes, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de dire et de montrer des choses. Moi, ça fait très longtemps que j'ai écrit sur l'Algérie, dans des périodes, dans les années 70 ou les années 80, où on parlait pas de l'Algérie. Il y avait rien, il y avait pas de livres, il y avait très peu de choses, il y avait très peu de films, etc. Tout ça pour vous dire quoi ? Que ce film, il arrive 50 ans après.
C'est-à-dire 50 ans après la guerre d'Algérie, parce que ça fait 50 ans, ça fait un demi-siècle, eh bien maintenant il faut essayer de tout montrer, d'essayer, je dis pas qu'on va réussir, mais d'essayer de tout montrer, c'est l'objectif de ce documentaire. C'est-à-dire de restituer tous les points de vue. Et en particulier, puisque vous parlez de la question de la torture, c'est montré dans le film, c'est dit dans le film, c'est pas montré, c'est dit, parce qu'il n'y a pas d'image évidemment de cette question-là, mais c'est dit, puisqu'à un moment donné dans le commentaire, il est dit que on peut plus continuer à filmer en bas de l'escalier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Je ferme cette parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que on peut pas réfléchir uniquement en termes de on est empêché, il y a l'État, les occultations, etc. Il faut essayer d'avancer. Il faut essayer de montrer les choses, il faut essayer de les dire. Et c'est ça le travail à la fois historique, c'est ça le travail de la télévision, et c'est ça le travail des créateurs, c'est d'essayer à un moment donné de restituer tous les points de vue et toute cette histoire. C'est l'objectif de ce documentaire. Juste rajouter une chose pour vous dire que bon, moi j'ai abordé ce sujet plus tardivement. J'ai pas 30 ans de recherche dessus, et je ne l'ai fait que parce que Benjamin Stora était à mes côtés, sinon je n'en avais pas la légitimité à mon sens, mais voilà, on l'a fait à deux. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai ressenti aucune frustration, aucune interdiction, aucune pression, au contraire, que ce soit de la part de la productrice du film que de la chaîne qui le coproduit et le diffuse, au contraire, c'était allons-y, puisqu'on a l'occasion de le faire, puisqu'on a 2 heures de film, c'est immense, 2 heures de temps de parole pour raconter les choses, abordons les choses frontalement, de façon apaisée si possible, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des cicatrices qu'il faut jeter de l'huile dessus, enfin du feu, qu'il faut faire mal, quoi. Et ça a été toute la démarche du film. Et vous avez quand même un film qui va être diffusé à 20h30 sur la première chaîne de la télévision publique. Oui, mais c'est la première chaîne du service public. C'est la deuxième, mais c'est la première, enfin bref, sur France 2. Ça veut dire qu'il y a un public très large, a priori, il y a plusieurs millions de personnes qui vont le voir, le film sort en DVD, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'occulté, et bien au contraire, je trouve que c'est l'honneur de la télévision publique que de proposer une heure de grande écoute au public le plus large, en se donnant les moyens, encore une fois, de faire des films tout en images, en les sonorisant, en les travaillant pour les amener au plus large public, d'aborder des sujets qu'on dit effectivement cachés, mais qui au final, quand vous y touchez, ne sont pas si cachés que ça. Et même l'armée qu'on appelle souvent la grande muette, on a trouvé des interlocuteurs extrêmement généreux, je dirais, dans leur discours, dans la proposition aussi d'aller accéder à des images qui étaient jusque-là des images qu'on n'avait pas vues, etc. Donc moi, j'ai pas ressenti à aucun moment, vraiment, quand j'ai fabriqué le film, de veto ou de frustration ou de pression. Non, j'ajoute, oui, il y a eu une très grande liberté. C'est pas le premier film, encore une fois, sur l'Algérie, il y en a eu d'autres. Moi, j'étais de l'autre côté, j'étais justement sur le service public, je dirigeais les documentaires pendant des années à France Télévisions, et à cette époque-là, j'ai déjà fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un film qui s'appelait L'ennemi intime sur la question de la torture, il y a eu un film d'Yves Boisset sur la bataille d'Alger, il y a eu un film sur le massacre de Sétif, il y a eu plein de films comme ça, mais sur des petits moments de cette guerre, des moments clés, mais des moments vraiment ponctuels, et là, pour la première fois, on nous donne la possibilité de faire un grand film à 20h30, effectivement, qui raconte toute la guerre. Et j'avoue qu'on a été assez surpris, notamment, effectivement, sur le CPA, qui est l'armée, qui nous a ouvert à certaines archives que vous avez vues, qui sont assez dures, mais qui n'avaient jamais été montrées. Et bon, du côté de la chaîne, là aussi, une demande vraiment d'histoire. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment à un film d'histoire, et plus seulement un film, effectivement, d'un point de vue singulier. Je voulais vous demander, on voit dans le reportage que l'ONU ne réagit pas, alors qu'aujourd'hui on voit dans les actualités que les autres pays ils viennent sur place et réagissent directement au conflit. Oui, c'est une des particularités effectivement de ce film, c'est d'avoir donné aussi la dimension internationale du conflit. Parce que quand on parle de la guerre d'Algérie, on oublie cette dimension-là. Par exemple, effectivement, le fait que la France était isolé à l'ONU sur la question algérienne à cette époque-là, et en particulier au moment aussi de ce qu'on a appelé le canal de Suez en 1956. Donc, il fallait restituer ça. Par parenthèse, dans la deuxième partie qu'on n'a pas vue, c'est ce qui va expliquer en grande partie pourquoi le général de Gaulle va changer de politique sur la question algérienne. C'est la question de l'ONU, c'est la question de l'isolement politique international de la France. C'est pour ça que effectivement, cette dimension est très très forte. Alors si on veut comparer avec aujourd'hui,
peut-être qu'effectivement, la question du poids des organisations internationales est peut-être plus importante aujourd'hui qu'hier, effectivement. C'est-à-dire que lorsque on regarde des images des années 50, qui n'avaient pas été montrées en France à cette époque-là, je pense aux images de la télévision suisse que vous voyez dans cette partie sur les camps de réfugiés algériens aux frontières, sont des images qui n'avaient jamais été montrées en France et qui étaient des images suisses, de la télévision suisse. C'est un reportage de la télévision suisse sur la Croix-Rouge aux frontières et le croissant algérien, qui est aux frontières, c'est à l'extérieur, en Tunisie. Or, il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, la circulation des informations, la circulation des images et le poids des organisations internationales humanitaires n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un changement dans la donne au niveau de l'information, des images et du poids des organisations internationales humanitaires. J'aimerais savoir pourquoi le FLN a eu besoin de se faire reconnaître au niveau international. C'est une bataille. Vous savez, quand on parle d'une guerre, il n'y a pas que l'aspect militaire qui compte. Il y a tout l'aspect politique, l'aspect diplomatique, l'aspect international. C'est fondamental. C'est-à-dire que si vous menez un combat qui reste uniquement sur le plan militaire ou intérieur et qui n'a pas de retentissement politique au plan international, eh bien ce combat, il est étouffé, il disparaît. Et donc toute la bataille, très vite pour le FLN, très vite, dès les premiers mois en fait, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film, c'est-à-dire dès le mois d'avril 55, c'est-à-dire quelques mois seulement après novembre 54, très vite il y a une grande conférence mondiale qui s'appelle la conférence de Bandung en Indonésie, et dans la conférence de Bandung, eh bien déjà le FLN se fait reconnaître comme un interlocuteur politique. Et ça c'est très important à savoir, ça on ne le savait pas en France, par exemple à l'époque, on ne le savait pas en France. Bonjour, j'aurais souhaité savoir, en fait, c'est peut-être traité dans le deuxième volet, mais comme on n'a pas eu la chance de le voir, tout ce qui est le traitement de la lutte du FLN sur le territoire de métropole, c'est quelque chose qui est du coup évoqué dans... D'accord, bon, voilà. Et quel type d'image, du coup, de quel type de document vous bénéficiez, voilà. Alors effectivement, c'est dans la deuxième partie que vous n'avez pas pu voir, mais que vous regarderez certainement, qui traite donc de 58 à 62 et où on a toutes les opérations de l'OS en territoire français. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter. On a des problèmes de car, donc on vous remercie tous d'être venus pour voir ce film. J'espère que ça vous a plu. Merci.